Bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence qui traitera du sujet « Comment s'engager pour protéger la biodiversité en France ». Tout d'abord, une petite précision technique pour ajouter un petit peu d'interaction à cette conférence. On va vous proposer en fait de poser vos questions au fur et à mesure de l'intervention des différentes personnes aujourd'hui, en levant la main. Alors, on ne pourra pas, pour des questions sanitaires, vous faire passer de micro, donc en levant la main et en parlant relativement fort, mais de pouvoir poser vos questions, soit au cours de la présentation de chacun des intervenants, soit à la fin de chacune des interventions. Sachant qu'il y a beaucoup de questions, on vous invitera à passer sur le stand après la conférence pour pouvoir répondre aux questions supplémentaires éventuelles. Donc, si vous êtes présents ici aujourd'hui, c'est que vous êtes, comme beaucoup d'entre nous, très concernés par les sujets qui tournent autour de la biodiversité et de sa protection et de sa préservation. Depuis hier, nous sommes présents sur ce salon, on a pu se rendre compte à quel point c'est un sujet d'actualité et donc à quel point on a besoin tous de travailler autour de ce sujet. Pardon, excusez-moi. Pourquoi aujourd'hui la biodiversité est-elle si importante pour chacun d'entre nous? Tout d'abord parce que la biodiversité, c'est la vie. Effectivement, la vie humaine est intrinsèquement liée à la biodiversité qui est vraiment à la base de notre vie. La biodiversité, elle fournit en biens et en services près de 2 fois la valeur de ce que produisent les humains chaque année. Mais la biodiversité, c'est aussi notre pharmacie. Nos médicaments viennent pour la plupart de molécules qui sont issues de plantes ou des animaux. L'aspirine, par exemple, s'inspire d'une molécule de l'écorce de saule. Mais en France, qu'est-ce qu'on peut faire comme constat sur la biodiversité? Aujourd'hui, il y a 5 facteurs qui sont source de destruction de la nature. Les changements d'usage des terres et de la mer, comme la dégradation des habitats, par exemple, l'exploitation de certains organismes, la surpêche, le changement climatique, qui est un sujet dont on entend tous parler au quotidien, la pollution, et les espèces exotiques envahissantes, puisqu'il y en a plus de 70%, depuis 1970. Alors les conséquences, elles sont immédiates, et parmi celles-ci, eh bien, en 10 ans, on a perdu 38% de nos chauves-souris et 22% des oiseaux. On se demande donc, on est tous en droit donc de se demander comment on peut agir. Et vous, en tant qu'entreprise, comment vous pouvez vous engager aujourd'hui pour aider à la protection de cette biodiversité? Aujourd'hui, autour de cette conférence, nous allons essayer de répondre à une grande partie de vos interrogations. Tout d'abord, en vous expliquant les enjeux autour de la biodiversité en forêt. Daniel Valory, du WWF, reviendra sur ce point. Nous allons également vous expliquer le cadre technique et les outils normatifs autour de la biodiversité. Et c'est Guillaume Daringer, d'FSC France, qui nous fera cette présentation. Ensuite, Ekaterina Loginova nous expliquera comment la Française des Jeux travaille sur une politique RSE en s'engageant pour la biodiversité. Et enfin, Emmanuel Ripoux, IP Forêt Service, vous exposera un projet de mise en œuvre réellement opérationnel. Donc je vais maintenant céder la parole à Daniel Valory, qui va vous présenter les enjeux autour de la biodiversité en forêt. Alors j'ai le rôle en fait d'introduire, de vous donner quelques brefs éléments en fait sur la biodiversité forestière qui est particulière. Je vais simplement, alors peut-être même avant de rentrer dans le détail là, qu'est-ce que ça vous évoque la biodiversité forestière? Il y a 2 notions en fait derrière le mot biodiversité. Il y a une notion de diversité, nombre d'espèces, puis il y a une notion d'abondance qu'on oublie souvent en fait. On peut avoir 2 espèces et puis avoir un équilibre entre les espèces totalement différent avec une monoculture et quand même 2 espèces. Si je vous posais la question simple en fait de dire combien d'espèces en fait il y a dans une forêt ici à proximité de Paris, là, prenez Fontainebleau, pour une grande forêt comme Fontainebleau, quel est l'ordre de grandeur que vous nous donneriez? Je ne parle pas de forêt tropicale, hein, il y aurait un facteur 10 là, par rapport à cette question-là. Simplement la forêt d'à côté de chez vous, bien protégée, bien, une bonne réserve, comme certaines réserves de Fontainebleau par exemple. Allez, qui se lance? Juste
Un multiple de 10. Alors 200, 100 000, ok, on est entre les deux, c'est clair. Alors quand on analyse en fait, on a assez peu de forêts en fait qui sont très bien connues dans le détail, sur lesquelles on a beaucoup de données, d'inventaires il faut 30-40 ans en fait pour avoir une connaissance à peu près, pas exhaustive, mais assez représentative en fait de la biodiversité. J'aurais pu vous mettre Fontainebleau là, je vous mets en fait la forêt de Białowieża qui est en Pologne, qui a le même historique en fait de forêt royale, en fait, de forêt de tsar. On a à peu près une dizaine de milliers d'espèces sur à peu près, enfin effectivement, alors ça dépend de la surface dont on parle, Fontainebleau ça fait 20 000 hectares à peu près. Donc vous voyez, on est en train de parler de ça en fait. La biodiversité c'est ça en nombre d'espèces, en abondance c'est autre chose, mais en nombre d'espèces c'est déjà ça. Et une bonne partie de cette biodiversité, elle est liée à des choses qu'on ne connaît pas forcément bien, c'est les stades relativement âgés de la forêt, voire même, vous voyez du bois mort là sur cette image, cette biodiversité, il y a 25% de la biodiversité forestière qui est liée à ces stades-là, en fait, en l'occurrence. Alors, quand on connaît, si on est très fort, en fait, et c'est même pas mon cas, qu'on connaît tous les amphibiens, tous les oiseaux, tous les mammifères de la forêt française, et on connaît 1 à 2% de la biodiversité. Tout le reste, c'est souvent des petites espèces qu'on oublie, les champignons, les insectes. Et c'est pour ça que vous avez entendu parler aussi, quand on parle de décroissance de la biodiversité, de baisse, par exemple, du nombre d'insectes, qui est effectivement assez colossal, lié à beaucoup de facteurs, en l'occurrence. Donc voilà, quand on parle de la biodiversité tempérée, c'est ça. Si vous voulez parler du tropical, vous multipliez par 10, c'est à peu près le même type de chiffre. Aujourd'hui, quand on analyse au niveau mondial, comme le fait le WWF chaque année, d'ailleurs on va republier la semaine prochaine en fait, notre Living Planet Index en fait, qui suit la biodiversité mondiale. On suit à la fois donc, le nombre d'espèces et les abondances d'un certain nombre d'espèces sur lesquelles on a de l'information. On voit qu'effectivement, je vais citer d'autres chiffres sur des groupes particuliers français, on a au niveau mondial perdu à peu près la moitié de l'abondance des espèces qu'on suivait depuis les années 70, ce qui est beaucoup. Et les années 70, c'est pas un temps zéro sur lequel tout était parfait. Hein. On avait déjà déforesté très largement. Donc voilà, le contexte c'est ça. Le contexte, tu as expliqué en fait les différents facteurs. Il y a un facteur qui revient et que vous avez tous en tête et qui est dans le haut du panier de l'actualité, c'est la déforestation. Mais derrière la déforestation, il y a aussi ce qu'on appelle la dégradation, c'est-à-dire le changement progressif en fait. Vous êtes toujours dans une forêt, mais une forêt qui est simplifiée, une forêt qui, pour la biodiversité, est moins accueillante. Et c'est un des facteurs très, très importants en fait, de la baisse. On parle, en tropical notamment, de forêts qui sont vides. C'est-à-dire que vous avez effectivement des arbres. Et je ne parle pas de monoculture, là, je parle de forêts naturelles, en fait, de forêts qui, au fur et à mesure de la mauvaise exploitation, finalement, se retrouvent relativement vides, notamment des grandes espèces. Alors, revenons un peu à la France, il y aurait beaucoup de choses à dire au niveau mondial, pour que vous gardiez quelques éléments de chiffres en tête, en fait, en l'occurrence. Donc, en France, on n'est pas en période de déforestation, on est plutôt en période de retour de la forêt, après une déforestation qui date depuis l'époque romaine, jusqu'à 1830 environ, là, où effectivement on a eu le minimum de surface forestière au niveau français. Et où ensuite, progressivement, il y a eu des plantations, il y a eu de la recolonisation, suite notamment aux abandons de terres agricoles au fur et à mesure, de terres pastorales notamment au fur et à mesure. Et on se retrouve maintenant avec 30% de forêt en France, 17 millions d'hectares, dont une petite vingtaine de pourcents, c'est notamment les monocultures qui ont été plantées dans les Landes ou dans un certain massif comme le Morvan, Mille Vaches et autres, en fait, liés à des politiques particulières de production forestière. Mais la grosse majorité de nos forêts, c'est des forêts qui sont dites semi-naturelles. Il y a une gradation très large en fait, de ce que ça représente, mais avec quand même une certaine richesse possible en l'occurrence. Des vraies forêts naturelles, en pleine naturalité, c'est-à-dire sur lesquelles il n'y a pas eu d'intervention humaine depuis au moins 50 ans. Il y en a effectivement très très peu, c'est moins de 1%, bien moins de 1%. En France. En Europe, il y en a un peu plus en l'occurrence, et dans le monde, bien sûr, c'est plus important. Donc comment on agit in fine pour la biodiversité forestière? On a un peu 4 façons d'agir. Nous, en tant qu'ONG, effectivement, on travaille sur les 4 d'ailleurs en l'occurrence, mais c'est vrai qu'on a un peu commencé dans ce sens-là d'ailleurs. On a commencé à protéger, à vouloir mettre en place des réserves intégrales, des parcs nationaux pour protéger certaines espèces, lutter contre les menaces, la déforestation, l'orpaillage, ce genre de questions. On a travaillé, et on travaille d'ailleurs avec FSC, à essayer d'améliorer la gestion, c'est-à-dire être en capacité, parce qu'on a la possibilité, on a le besoin en fait, de produire sans détruire la biodiversité forestière et les autres usages.
On se rend compte que de plus en plus, et ça nous occupe malheureusement de plus en plus de temps, que dans beaucoup de régions du monde, on n'a pas dépassé largement le seuil de dégradation qui permet juste une simple gestion durable, en fait. On a vraiment besoin de restaurer. Puis après, on est tous concernés, vous compris, en fait, sur comment on utilise les produits issus de la forêt, que ce soit du papier, que ce soit de l'énergie, que ce soit demain du textile, que ce soit de l'énergie bois ou de la chimie. Enfin, on veut tout faire aujourd'hui en forêt, tout n'est pas forcément compatible aujourd'hui. Donc ces 4 champs-là, ils sont en partie liés, et on va voir qu'effectivement, avec un produit, le papier, effectivement, on est en capacité y compris reconnecter votre achat à papier en fait, avec des projets de terrain qui restaurent la biodiversité forestière. Je suis dans les temps ou pas? Okay. Alors, dernière slide, en l'occurrence. Donc, aujourd'hui, de quoi on a besoin, en fait, quand on veut travailler sur la biodiversité forestière en métropole, en France métropolitaine? En fait, on manque toujours d'informations sur plein d'espèces, sur les inventaires, etc. Mais on a quand même beaucoup de choses, comparé d'ailleurs à d'autres pays du monde qui n'ont à peu près rien. Donc on sait à peu près les espèces qui sont les plus en danger. On a des listes rouges de l'UICN qui donnent les espèces menacées. On a des dispositifs européens Natura 2000 qui permettent de focaliser sur certaines zones et sur certaines forêts et sur certaines espèces. On a des inventaires qu'on appelle SNIEF en fait, depuis 50 ans maintenant, en l'occurrence, qui existent et qui permettent de bien focaliser ce sur quoi on doit travailler. Donc, vous avez par exemple ici, là, dans la boîte à outils sur la biodiversité que FSC développe, les espèces citées par priorité. Alors je vais vous mettre quelques illustrations parce qu'un tableau de chiffres c'est jamais très joli sur la biodiversité, et c'est autant des insectes, des végétaux. Donc là, le sabot de Vénus, une belle orchidée forestière française, la cigogne noire qui vit dans les canopées en fait, de nos chênaies notamment, ou il a été cité là, les chauves-souris. Effectivement, parmi les mammifères, les chauves-souris sont les plus menacées. Donc derrière ces différentes espèces, vous avez une écologie, vous avez un moyen de le gérer qui est différent en fait, en l'occurrence. Et ça, on le connaît plus ou moins bien. Ce qui nous manque en fait, c'est de passer à la pratique. C'est-à-dire que la connaissance scientifique, on a quand même une bonne base solide en fait pour faire les choses. Par contre, effectivement, il faut transférer ça à la gestion, au gestionnaire qui, lui, ne peut pas connaître toutes ces espèces, il ne peut pas connaître les 10 000 espèces de sa forêt s'il les a. Il a souvent des moyens rudimentaires de savoir lesquelles sont présentes. Et il a besoin de conseils. Donc, ça a donné lieu, et ça donne lieu à un travail, en l'occurrence avec International Paper et FSC, sur le développement d'outils pratiques pour aider le gestionnaire forestier à bien faire les choses. Ça, c'est un premier élément. Ça permet d'aider à mettre en place le référentiel FSC en France de façon efficace. Et puis, dans un certain nombre de cas, il suffit de dire et de donner l'expertise pour que ça soit faisable. Dans un certain nombre de cas qui sont quand même minoritaires, ça a un surcoût, ça a un manque à gagner. Il y a un élément financier en fait, qui demande un petit plus, et c'est ce qu'on va vous expliquer dans la suite, avec des systèmes de paiement pour services environnementaux qui peuvent payer un propriétaire pour protéger telle ou telle espèce en fonction de critères et d'itinéraires techniques qui sont très précis. Voilà, j'en resterai là. Désolé pour ne pas rentrer plus dans le détail, mais je pense que c'est long. Et je vais laisser la parole à Guillaume. Je ne sais pas s'il y a, à moins qu'il y ait des questions. Cool. Bonjour, donc Guillaume Daringer, directeur technique à FSC France. Moi, effectivement, je vais vous parler de cette biodiversité, quels outils on a pour la protéger, et particulièrement le cadre donc, de la certification FSC. Donc la certification FSC, qu'est-ce que c'est? Alors comment je passe ici? Pardon. Et voilà, c'est bon, merci. Donc la certification FSC, le Forest Stewardship Council, c'est une association internationale créée en 1994 et qui regroupe des acteurs à la fois économiques, des forestiers jusqu'à toute la transformation, tous les acteurs de la transformation des filières bois, papier et autres dérivés du bois, des marques utilisateurs de ces produits, donc une chambre économique, des acteurs environnementaux, internationaux, des associations nationales, les experts,
scientifiques, etc., et des acteurs sociaux, à la fois des syndicats de travailleurs du secteur forestier et des représentants notamment d'usagers de la forêt, et notamment des peuples autochtones dans différents pays du monde. Tous ces gens se sont retrouvés autour d'un même intérêt, qui est de promouvoir une gestion forestière responsable, avec un équilibre des fonctions environnementales, sociales et économiques de la forêt, pour que, à la fois aujourd'hui et demain, nous puissions tous bénéficier de produits bois, de produits papier, qui soient issus d'une gestion responsable et qui ne mettent pas en péril le renouvellement de la forêt et de l'écosystème forestier. C'est-à-dire qu'on ait des forêts pour tous et pour toujours. Donc cette organisation internationale, avec cette gouvernance à poids égal en fait, entre ces trois piliers de la forêt, a créé comme principal outil de développement un système de certification. On a à l'heure actuelle, après plus de 20 ans d'existence de notre association, plus de 200 millions d'hectares certifiés, plus de 40 000 entreprises dans le monde entier qui sont certifiées, et des membres des trois chambres, tant à l'international que sur le territoire français. Comment fonctionne un système de certification? On a un cahier des charges qui repose sur 10 grands principes de gestion forestière responsable, divisés en critères, divisés en indicateurs. C'est pareil, là je ne vous mets pas les chiffres parce que c'est assez barbare quand on regarde le contenu d'une norme, mais c'est ce qu'il faut pour bien préciser comment on doit orienter la gestion forestière. Donc elle repose cette norme de gestion forestière à la fois sur des aspects environnementaux, et sociaux et de bonne planification des forêts. Ensuite, chaque maillon de la chaîne de transformation doit être audité par des organismes de certification. Vous avez ici un certain nombre de logos, tous sont accrédités à l'échelle internationale, eux-mêmes accrédités donc par un système international, une espèce de police des polices qui s'appelle ASI. Et donc chaque maillon de cette chaîne va être contrôlé pour vérifier que les produits qui sortent de la forêt sont bien issus d'une gestion responsable, mais ensuite que tout au long de leur transformation, ils ne sont pas mélangés avec des produits qui viendraient d'autres forêts issus de sources différentes, non responsables. Donc chaque maillon est contrôlé pour arriver, en fin de compte, au consommateur final avec un label FSC qu'on va retrouver sur les produits bois, papier, carton, emballage, etc. Et vous pouvez en trouver tous les jours dans votre quotidien. La gestion forestière FSC, je vous l'ai dit, elle a un certain nombre, elle a beaucoup d'exigences. Je ne vais bien sûr pas toutes les détailler, mais il y a un certain nombre d'exigences qui ont trait à la protection et la gestion de la biodiversité au quotidien dans une forêt. Garder les arbres morts sur pied, garder des arbres habitats, qui sont des arbres branchus, qui sont des arbres avec beaucoup de lierre, avec des branches cassées, qui ne sont pas forcément des arbres qui sont intéressants pour la production de bois, qui n'ont pas forcément une valeur économique extrêmement forte, mais qui ont une valeur pour la biodiversité qui, elle, est très importante, puisqu'elle ce sont des habitats pour toute la biodiversité, pour toutes les espèces animales et végétales dont Daniel vous a déjà parlé. Donc on parle là aussi de zones tampons autour des cours d'eau et des zones humides dans lesquelles on ne va pas faire d'exploitation forestière ou alors de façon très sélective. De conserver tous les milieux un peu particuliers qui sont dans la forêt et qui donnent un habitat finalement à cette biodiversité. Et puis on a une biodiversité un peu plus exceptionnelle, un peu plus emblématique, végétale ou animale, qu'on retrouve effectivement, qui est protégée certaines par un certain nombre de cadres réglementaires, par exemple en France ou en Europe, comme les réseaux Natura 2000, mais certains autres, pareil, Daniel vous a mentionné les zones ZNIEF, des zones d'inventaire écologique, floristique et faunistique, qui n'ont pas de statut réglementaire, donc pas de protection légale. Le référentiel FSC va placer les espèces qui sont identifiées par ces zones d'inventaire de biodiversité au même niveau que d'autres espèces ou d'autres zones réglementaires. Donc on va on va demander aux forestiers d'étendre le niveau de protection qui est accordé finalement en termes territoriaux à ces espèces emblématiques, à ces espèces remarquables. Avec toute une séquence d'exigences dans le référentiel FSC pour s'assurer absolument que ces espèces
qu'on appelle à haute valeur de conservation seront maintenues, non, et si possible, qu'elles ne seront pas impactées par la gestion forestière, et si possible que leur état va s'améliorer au cours de la gestion, grâce à la gestion forestière. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans une certification FSC. Voilà. Ce que fait un gestionnaire forestier certifié FSC, il le fait au quotidien. Il est audité chaque année sur ces principes. De nouveau, là, on ne parle que de la biodiversité, mais il y en a bien d'autres. Maintenant, le but de la certification au départ, je vous ai dit, c'était le bois, produire du bois certifié, du bois papier et produits dérivés, et les amener jusqu'au consommateur. Mais on voit bien que finalement, la gestion forestière responsable a bien d'autres bénéfices que juste la production d'un bois responsable. On a des bénéfices sur la biodiversité, on a des bénéfices sur les cours d'eau, on a des bénéfices sur la protection des sols, etc., sur tout un nombre de composantes de l'écosystème ou d'aspects de l'écosystème qui nous rendent des services à nous, êtres humains. C'est-à-dire que nous, en tant qu'êtres humains, on a besoin de la biodiversité, on a besoin d'une eau potable, on a besoin que les sols soient en bon état pour pouvoir aussi cultiver et vivre finalement sur cette planète. Et puis on a besoin d'aspects beaucoup plus un petit peu culturels, récréatifs. On a bien vu durant le confinement qu'on avait des besoins de forêt et des envies d'être à l'extérieur qui étaient assez... voilà. Ça fait vraiment partie de nos besoins. Et ce sont des services que nous rend la forêt. Et ces services, finalement, le gestionnaire forestier certifié, il les maintient, il les développe, mais si son marché, si son activité fonctionne bien, il n'y a que le bois qui lui permet, la vente de bois qui lui permet de financer tout ce travail-là. Alors que finalement, les bénéfices qu'il rend à la société vont bien au-delà juste de cette thématique du bois. Et c'est pourquoi FSC a essayé de développer un outil, un mécanisme, pour valoriser ce travail exceptionnel des forestiers certifiés FSC. Un outil qui permettrait en fait, d'affiner le niveau de suivi et de monitoring que les forestiers ont de leurs activités qui ont un impact positif sur la biodiversité, par exemple, de faire vérifier ce suivi par les mêmes organismes certificateurs qui viennent déjà l'auditer chaque année sur l'ensemble du référentiel, pour démontrer à la société les bénéfices que génère sa gestion. Non. Et l'idée, là, c'est non plus de passer par tous les maillons de la transformation de la gestion forestière. On est sur un autre mécanisme complètement. L'idée, c'est de créer, de permettre ce lien direct entre la société et toutes les entreprises qui, finalement, sont au contact de la société avec la forêt, avec les gestionnaires forestiers qui sont responsables, qui gèrent leur forêt de façon responsable et qui apportent ces bénéfices à la société. Qu'est-ce que ça permet ? Ça permet de mieux comprendre, ça permet finalement aux entreprises de mieux comprendre exactement ce qui se passe dans les forêts, d'où elles tirent éventuellement des produits forestiers elles-mêmes. Mais ça permet aussi ça leur permet de s'engager avec des bénéfices qui sont démontrés finalement par des tierces parties, avec un système qui est sérieux et qui est reconnu internationalement. Ça permet de communiquer, de faire savoir cet engagement auprès de leurs clients. Ça permet aussi de faire connaître le travail des forestiers. Et j'insiste là-dessus parce que finalement, c'est eux qui font ce travail-là pour nous, pour la société. Et ça permet aussi, ce mécanisme, ce lien direct entre entreprises et forestiers, permet de faire connaître ce travail et permet de faire connaître cette biodiversité dont on a tellement besoin pour continuer à vivre sur cette planète. Je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? Merci. Merci. Donc, Ekaterina Loginova, de la Française des Jeux, va maintenant nous exposer un petit peu le point de vue d'une entreprise engagée en RSE. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, le groupe FDJ, opérateur national de jeux d'argent et de jeux de hasard, s'est engagé dans la politique initialement de jeux responsables depuis 2005 déjà, et depuis 2006 a mis en place une politique RSE globale du groupe qui est composée de 6 enjeux et 18 risques.
Donc là, vous pouvez voir donc, les 6 grands enjeux. Je vais juste les citer. Je ne vais pas m'attarder sur tous les enjeux, mais uniquement sur celui de l'empreinte environnementale. Donc en fait, parmi les enjeux de la stratégie RSE des FDJ, vous avez donc le jeu responsable, l'intégrité, les ressources humaines, la solidarité, les territoires et l'environnement. Et donc, en fait, ce qu'on appelle les 18 risques, ce sont des composantes de chacun de ces 6 enjeux que vous pouvez également voir sur cette slide. Et donc, l'objectif aujourd'hui est de vous présenter plus en détail la politique environnementale de FDJ et les 2 principaux risques environnementaux qui se présentent à nous. Pardon. Et donc, le premier risque, c'est la réduction des gaz à effet de serre, donc notamment réduction carbone. Et le deuxième risque, c'est la perte de biodiversité. Donc, la politique environnementale du groupe FDJ a été définie et publiée en avril 2019, donc il y a un peu plus d'1 an. Ça ne veut pas dire que, évidemment, FDJ n'a rien fait jusqu'à 2019 sur le plan environnemental. Justement, je voulais attirer votre attention que depuis 2008, FDJ met en place un grand nombre d'actions, notamment le premier bilan carbone qui a été réalisé justement en 2008 par le groupe. Et également, on met en place des actions pour réduire notre empreinte environnementale dont je vais parler juste après. Et donc, juste avant de rentrer dans les détails des actions, les objectifs à 2025 que le groupe s'est fixés. Donc 3 objectifs. Le premier, c'est de réduire les émissions carbone du groupe de 20% par rapport à 2017. Donc d'ici 2025, réduire à 20%. Cet objectif a été développé et défini et approuvé par une initiative internationale SBT, donc Science Based Targets, qui en fait c'est une initiative de l'ONU en partenariat avec CDP et WWF, qui en fait aide les entreprises à définir les objectifs de réduction de carbone en cohérence avec l'objectif global mondial, celui en fait de maintenir, comme vous le savez, le réchauffement climatique en moyenne, donc en dessous de 2 degrés. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de maintenir la neutralité carbone du groupe FDJ, qui a été atteinte en 2019, en compensant les émissions carbone qui sont incompréhensibles à ce stade. Et le troisième objectif, c'est limiter l'impact du groupe sur la perte de la biodiversité et contribuer à sa préservation. Donc, si maintenant je fais focus sur les actions du groupe en faveur de la biodiversité, donc tout d'abord, il faut dire que depuis 2012, tout le papier qui est utilisé en fait pour la production de nos supports de jeu. Les supports de jeu, ce sont donc les tickets, les bobinaux et les bulletins, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc tout le papier est issu des forêts gérées durablement et labellisées FSC. Donc ensuite, depuis 2019, nous avons mis en place des actions concrètes pour supprimer le plastique sur l'ensemble de nos sites. Donc ça concerne notamment les gobelets en plastique, les bouteilles en plastique, les contenants des repas de la cantine du restaurant d'entreprise. Donc en fait, notamment, on a mis en place des gobelets en plastique recyclable et des gourdes également pour remplacer les bouteilles. Donc ensuite, une autre action que nous avons menée tout récemment, nous avons en fait réalisé une analyse de cycle de vie de nos supports de jeu qui a en fait démontré, en plus de l'impact sur l'environnement, en fait, on a fait un focus spécial sur l'impact du groupe sur la biodiversité, en partenariat avec CDC Biodiversité, qui nous a proposé un outil qui vient d'être
d'être créé d'ailleurs, qui s'appelle le Global Biodiversity Score, qui en fait démontre que le plus fort impact de nos supports de jeu, en fait des émissions carbone liées à nos supports de jeu, se situe au niveau de l'exploitation forestière. Donc 98%, c'est énorme, enfin, c'est quasiment la totalité de l'impact sur la biodiversité. Et en fait, tout en sachant que nos supports de jeu, donc les émissions liées à nos supports de jeu, représentent 22% de notre bilan carbone de 2019, ce qui est non négligeable. Et donc, ces 22%, donc dans ce 22%, un impact vraiment très fort et réel se situe au niveau de l'exploitation forestière. Voilà. Ensuite, donc, à l'issue de cette analyse de cycle de vie qui vient de se terminer, en fait, le travail vient de se terminer, nous allons mettre en place des ateliers de sensibilisation de nos parties prenantes, en fait, des acteurs de la chaîne de valeur, notamment de l'approvisionnement, pour les sensibiliser encore plus sur les pratiques responsables de l'exploitation forestière. Donc ça, c'est quelque chose en fait qu'on n'a pas encore mis en place vu que l'analyse de cycle de vie le travail vient de se terminer. Donc ça, c'est ce qu'on envisage de faire. Et par contre, ce qu'on fait déjà depuis 2019, donc en fait, on s'est engagé dans un projet sur 10 ans, en partenariat avec International Paper, FSC et WWF. C'est un projet de préservation de la biodiversité de la forêt de Saint-Sylvestre en Haute-Vienne, qui a pour objectif donc, de conserver la biodiversité de cette forêt en préservant notamment les habitats des espèces rares et menacées. Donc je laisserai juste après la parole à Emmanuel Ripoux pour vous présenter plus en détail justement ce projet dans lequel FDJ s'est engagé. Et juste pour vous annoncer en fait les perspectives 2020, parce qu'en fait ce projet-là de la forêt de Saint-Sylvestre, c'est un projet sur 10 ans, donc jusqu'à 2029, FDJ s'est engagé là-dedans. Mais en fait, on ne souhaite pas que ça soit une action one shot. En fait, on souhaite vraiment continuer sur cette voie. Et vu que nos supports de jeu ont un impact très important sur... donc, en fait, qui dit support de jeu dit papier, qui dit papier dit forêt, qui dit forêt dit biodiversité. Donc, en fait, l'impact est assez clair, assez logique et considérable. Donc, en fait, on veut continuer sur cette voie pour protéger les forêts, notamment en France. Donc, en 2020, on souhaite s'engager dans un autre projet avec les mêmes partenaires, qui est en fait le parc naturel régional Périgord-Limousin. Donc voilà, ça fait partie de nos projets de cette année à venir. Et voilà, moi j'ai fini ma présentation. Si vous n'avez pas de questions, je vais laisser la parole à Emmanuel Ripoux. Ah, il y a une question. J'avais une question, Véronique Dame, Biodivcorp, consultante en biodiversité. Vous avez évoqué le GBS Corp que je connais bien. Est-ce que les résultats vous ont permis de voir effectivement la différence entre votre choix depuis 2012, justement, de choisir uniquement du papier issu de forêts certifiées, par rapport à un choix différent qui aurait été justement de ne pas utiliser ce type de papier. Donc ça, c'est ma première question. Et quelle est finalement votre marge de progrès aujourd'hui, puisque tout votre papier est déjà, on va dire, certifié, pour réduire encore votre impact, parce qu'effectivement vous avez un impact assez important en termes d'exploitation forestière. Quelles sont les marges de progrès qui vous restent aujourd'hui devant vous, quoi ?
Question très intéressante, justement, c'est le sujet sur lequel on est en train de travailler à l'issue justement de cette analyse de cycle de vie. Effectivement, on s'est rendu compte que, par exemple, sensibiliser les exploitants forestiers, ça fait partie de nos missions, mais c'est pas si évident que ça. On envisage de le faire. Voilà, c'est en cours. Enfin, on est en train de mettre en place des ateliers justement d'échange. Par contre, en interne, on a un dialogue bien établi avec des métiers du groupe. Et en fait, pour les marges de manœuvre, pour répondre à votre question, deux questions qu'on s'est posées, c'est par rapport à la taille et le grammage de nos tickets notamment. Parce qu'en fait, parmi les 3 types de supports de jeu que nous avons, les tickets ont le plus fort impact sur la biodiversité. Donc voilà, ça peut être une des pistes, mais c'est pas encore officiel parce que voilà, le travail est en cours, le dialogue est en train d'être mené avec les parties prenantes internes comme externes. Il y a des marges de manœuvre, c'est effectivement pas toujours évident, mais le fait de mettre en place depuis 2012 le papier, utiliser le papier, 100% du papier issu des forêts labellisées FSC, ça a pas. Je suis pas sûre que j'ai bien compris votre question, mais en tout cas, ça nous a pas fait revenir sur notre décision en disant peut-être qu'on aurait pu faire autrement. Non, ça reste inchangé. Il n'y a pas une simulation qui a été faite entre le choix effectivement d'être sur du papier classique et du papier labellisé FSC, pour voir si effectivement ça a été vraiment pris en compte, si la différence était flagrante. Oui. Justement. Juste parce que c'est un travail qu'on est en train de réaliser avec la CDC Biodiversité. Voilà, on est en train de travailler sur le sujet parce que c'est pas évident parce qu'il y a des granulométries d'informations qui sont pas du tout les mêmes sur les 2 systèmes. Mais tout à fait. Mais voilà. Voilà. Et du coup, on a des discussions qui viennent effectivement avec la CDC, avec la Française des Jeux sur ce sujet pour essayer de voilà. Et effectivement, voir comment intégrer cet outil GBS dans la certification FSC. Enfin, j'appelle ça un peu de manière... c'est pas vraiment ça. Mais en gros, comment concilier les deux et voir comment les deux peuvent cohabiter pour valoriser en fait ce qu'on fait. Parce que comme on utilise les deux, du coup, voilà, pour pouvoir... Oui. Une question plus prospective, mais est-ce que vous imaginez une Française des Jeux qui s'oriente vers l'hybride, voire le sans-papier? Alors, cette question a été posée en interne, effectivement. A été posée au service marketing, au service production. En fait, il y a des études qui ont été faites auprès des joueurs récemment. Des sondages qui montrent qu'effectivement il y a des joueurs qui seraient plutôt volontaires pour passer. Enfin, de toute façon, les jeux en ligne, ça existe déjà, notamment les paris en ligne. Ça marche bien. Par contre, tout ce qui est grattage, les jeux de grattage, ça, apparemment, les joueurs disent que, en fait, ils voudraient pas, ils souhaiteraient pas que ça soit remplacé par quelque chose de digital. Donc, c'est vraiment, apparemment, les joueurs sont vraiment attachés au papier parce que derrière, il y a tout le plaisir de jouer, il y a tout un tas d'émotions, de quelque chose qui vient derrière. Du coup, en fait, côté client, joueur, c'est pas vraiment bien. C'est pas que c'est pas bien perçu, mais ils sont pas prêts à passer à 100% digital, en tout cas tout de suite. Mais effectivement, on a ce genre de réflexion en interne, parce que nous, on est conscient, nous, direction RSE, on est conscient qu'effectivement, ça réduirait notre impact considérablement sur l'environnement et la biodiversité notamment. Ah oui, on me dit que le temps presse, pardon. Mais voilà, en fait, c'est pas envisageable tout de suite, en tout cas. Merci. Désolée, j'ai dépassé. Merci.
Bonjour, Emmanuel Ripoux, je travaille pour International Paper et je m'occupe de la société qui s'appelle IP Forêt Service, qui est dédiée en fait à ces sujets forestiers, biodiversité, protection de l'environnement. Donc on va aborder en quelques slides comment on passe de cette notion de problème de biodiversité aux outils à un cas concret de terrain qu'on a implémenté, qui est certifié. Entre FDJ, on a utilisé le référentiel FSC et en partenariat avec VVF pour définir les boîtes à outils de la biodive. Alors on est qui IP Forêt Service, en fait, on est une filiale d'IP, on est producteur de papier et d'emballage. On a une société dédiée en gestion forestière, parce qu'on gère sur la France 26 000 hectares de forêt. Nous sommes des gestionnaires forestiers privés. On a 1000 propriétaires dans notre groupe, donc c'est une petite société d'ingénieurs forestiers. Et on travaille la certif FSC depuis 10 ans. Et tout ce qui est, on va dire, connaissance de la biodiversité et des valeurs, on s'est appuyé sur des experts, en fait, donc naturalistes, coordonnés par le VVF, parce que c'est vraiment un métier spécifique. Comme disait Daniel, il y a des milliers d'espèces. Et un ingénieur forestier ne peut pas connaître un millier d'espèces. Donc on est obligé d'avoir des clés de lecture, en fait, pour savoir comment les détecter. Et pas forcément les espèces, mais surtout leurs habitats. Nos métiers, c'est quoi? Donc on fait de la certification forestière, essentiellement du FSC en France. On a 26 000 hectares certifiés. On fait de la gestion forestière courante. Et depuis 2 ans, on commercialise des projets environnementaux aux entreprises. Parce qu'en étant producteur de papier et d'emballage, on a des clients qui achètent nos produits, qui dans leur politique RSE, donc font de l'in-setting, et dans leur politique achat, aimeraient financer des projets carbone ou biodive. Donc on a intégré ce service, en fait, projets environnementaux qu'on associe à nos produits papier ou packaging. Mais pas que, parce que notre premier client n'est pas un client IP, c'est la FDJ. Donc on peut aussi supporter des projets, en fait, pour tout type d'entreprise qui voudrait s'engager en biodiversité en forêt. Voilà, et puis notre mission, voilà, c'est de trouver des solutions crédibles, opérationnelles et locales aux enjeux des entreprises et des clients. Donc on essaie de monter ces projets-là en étant très opérationnel et très flexible. Alors comment ça marche pour monter ces projets? Guillaume vous a dit, on a un cadre normatif, donc c'est un cadre international qui fige les choses. Donc on n'est pas dans des pratiques très différentes en fonction des continents et des pays. Donc ça, c'est une structure déjà qui paraît assez solide parce qu'on a l'outil gestion forestière, et là on a quelque chose qui est identique en pratique dans tous les pays. On est agréé depuis 1 an pour porter ces projets en France. À ce jour, Aurélien, je crois qu'on est la seule société en France à être agréée pour commercialiser des services écosystémiques. Et on a choisi donc les sujets biodive et carbone parce que c'est les 2 sujets qui sont les plus demandés par les entreprises. Voilà. Peu s'intéressent au sol, peu s'intéressent à l'eau. La plupart des sociétés comme les vôtres s'intéressent à la biodive ou au carbone. On n'a pas de catalogue, on fait des projets à la carte, c'est-à-dire qu'on écoute le besoin du client, on essaie de comprendre comment on peut associer son marketing, sa communication avec FDJ, son évaluation biodive, en fait, pour trouver le meilleur des projets qui colle en fait à la politique RSE du client. Donc on fait que du projet vraiment à la carte. C'est fait en France, c'est du local. Pour bâtir tout ça, on a construit des outils. Donc avec nos parties prenantes, donc on s'est associé, on a eu des discussions, et des fois des désaccords avec VVF et FSC, sur comment pas faire du greenwashing quand on fait des projets. Voilà, on veut des outils. Quand vos sociétés qui sont cotées en bourse, si vous avez 10 000 € pour un projet, vous ne voulez pas vous faire attraper pour greenwashing. Donc on a essayé de construire des outils super robustes, qui ne sont pas attaquables. Donc on a eu des discussions sur voir comment on met des contrôles, comment on met les outils pour être sûr qu'il n'y aura pas d'attaque particulière sur ces pratiques. Tous nos projets sont vérifiés par des tierces parties. Donc chez nous, c'est Bureau Veritas, voilà, qui vient vérifier comment c'est mis en place, comment c'est appliqué. On part sur un principe de transparence de coûts, parce que pour une société comme la nôtre, c'est pas là-dessus qu'on va gagner notre vie. Donc on est totalement transparent en termes de coûts, sur où va votre financement et qu'est-ce qu'il paye. Et après, pour ceux qui achètent des produits papier ou emballage, vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'insetting, donc le mettre directement dans la filière d'achat de chez vous. Alors, pour vous faire voir à quoi ressemble le projet que vous a parlé Katerina tout à l'heure, comment ça marche en fait. Donc, on a FDJ a souhaité dans sa politique RSE financer un projet de conservation de la biodive. Donc, nous, on fonctionne avec 3 étapes. Donc, on a créé une boîte à outils. Donc, c'est une boîte à outils qui sera publique, qu'on a co-construit avec VVF et FSC depuis 3 ans.
C'est un outil qui va être rendu public et utile à tout le monde d'ici novembre, qui sera sur le site internet d'FSC France, dans lequel vous allez pouvoir avoir une cartographie, vous allez voir les zonages, vous allez voir toutes les espèces et toutes les recommandations qu'il faut avoir pour gérer les espèces. Voilà. Donc en fait, quand on bâtit un projet, on va d'abord identifier les espèces vulnérables, on identifie leur habitat, quelles mesures il faut mettre en place pour les gérer, et comment on fait un protocole de suivi sur plusieurs années pour s'assurer que l'espèce est toujours présente et qu'elle se développe. Donc c'est le cas de la forêt du projet de Saint-Sylvestre. Donc c'est un petit propriétaire privé qui est agriculteur, qui a 7 hectares. Et ce monsieur, donc vous allez voir, il a eu une douzaine d'espèces emblématiques. Il a accepté de mettre sous cloche, donc en protection intégrale, la moitié de sa forêt, et le dédier en fait à la protection de ces espèces qui sont essentiellement oiseaux et chauves-souris, sur un contrat de 10 ans. Alors comment ça marche en fait? On s'appuie sur quoi? On s'appuie sur des zonages, je crois que c'est Daniel qui en a parlé. Donc il y a les zonages Natura 2000, donc c'est des zonages réglementaires, où on a été chercher les espèces. On en a trouvé pour notre zone 2400, donc on ne les connaît pas toutes. Et là-dedans, on a été faire un travail de screening et de priorisation en voyant quelles sont celles qui sont influencées par nos activités de gestion, quelles sont celles qui sont en danger. Et on a sorti donc une shortlist d'espèces pour lesquelles en fait, on a des mesures particulières. Donc ça, c'est le site internet que je vous parlais qui va être public. Vous tapez votre commune, vous voyez les zonages, donc rouge ou vert, c'est une CDF ou Natura 2000. Si on clique dessus, vous allez voir toutes les espèces à gauche qu'il faut prendre en compte. Et il y a celle, lui a marqué un petit 1, c'est celle-ci pour lesquelles elles sont prioritaires. Et quand à côté, vous avez une petite flèche, vous pouvez télécharger. Hop là. Voilà. La fiche espèce, donc on a créé, Maya, 60 fiches. Voilà. Donc on a une soixantaine de fiches espèces comme ça qui vont être publiques, que vous pourrez télécharger, pour lesquelles on détecte dedans les éléments de détection de l'habitat, que quand on est en forêt, nous, l'espèce, elle n'est jamais là. Elle ne nous attend pas. Par contre, on va lire si on voit son habitat. Si on trouve l'habitat qui peut être en gros un arbre à trous, par exemple, ou des milieux rochers, on peut penser qu'elle est probablement là, donc on met les mesures de protection. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc on a créé tous ces outils. Donc pour toutes les espèces concernées, on a ces fiches-là. Et pour chacune d'elles, c'est le tableau à droite, on a des mesures qu'on doit implémenter en fait, pour soit la restauration, soit la conservation. Et c'est ces mesures-là qu'on va mettre en œuvre. Donc si je reviens à Saint-Sylvestre, voilà, le monsieur Claveau avait de la chance ou pas de chance, je ne sais pas comment il faut le dire. Mais il avait 5 espèces d'oiseaux prioritaires et 6 espèces de chauves-souris, donc c'est un milieu assez emblématique. Et quand on prend toutes les fiches, on a trouvé un point commun de mesure à mettre en œuvre, et en fait, qui était de créer un îlot de conservation, on appelle ça des îlots de sénescence dans notre jargon, où on mettait en fait sous cloche cette forêt-là sans activité forestière pour protéger justement tous les habitats de ces espèces. Et au début donc, du projet en 2019, on fait un comptage ou un monitoring des habitats ou des espèces, et on refait ça à la fin pour démontrer en fait, qu'il n'y a plus de perte de biodiversité, voire qu'il y a eu des gains. Alors comment ça marche après d'un point de vue purement projet entre vous, entreprise, et nous, porteurs de projet d'un point de vue opérationnel, parce qu'on est en direct avec les propriétaires. On fonctionne en termes de coûts. Donc il y a 2 approches. Il y a la maîtrise d'œuvre d'un projet. Donc ça, c'est notre partie à nous. C'est-à-dire qu'on est porteur de projet, donc on est capable de faire des études techniques, on les met en œuvre sur le terrain, on assure la communication, on fait les audits internes. Et dans le financement que vous apportez, on garantit qu'il y ait au moins 60% de votre valeur qui part au propriétaire. L'objectif, quand vous mettez une forêt sous cloche, en fait, nous, c'est de l'indemniser pour perte d'usage, en fait. Il ne pourra plus utiliser sa forêt. Donc tous les ans, on va l'indemniser, en fait, pour conservation. Donc dans le projet qu'on monte, il y a toujours 2 parties, une partie ingénierie et une partie propriétaire, qu'on appelle valeur d'usage. Après, comment ça marche d'un point de vue garantie et contrat? On fait des contrats de 10 ans pour m'auto-assurer, parce que c'est des projets où il y a des risques, soit d'incendie, soit de vente, soit de non-respect du contrat. On a pris la décision de payer le propriétaire au 10e. C'est-à-dire que tous les ans, on va auditer sa propriété. Si les mesures décidées sont en place, je lui verse un 10e de l'argent. Si au bout de 6 ans, il a vendu ou il a tout coupé, les 4 000 € restants, par exemple, je les redonne au client. C'est notre système d'auto-assurance, sans choisir une assurance qui coûterait horriblement cher pour ça. Ensuite, voilà, on fait les contrôles internes, contrôlés par Bureau Veritas en externe, à l'audit et en suivi. Ces projets sont faits dans les forêts FSC. On peut, pour le compte du client, faire du team building, c'est-à-dire vous organiser des visites en forêt, faire de l'éducatif, faire de l'information sur ces projets-là.
Et vous pouvez aussi, pour ceux qui achètent des droits d'usage de la marque FSC, vous pouvez associer ce projet-là à votre communication. Alors, soit produit, soit off-produit, mais il est possible d'acheter un usage de la marque FSC et de faire une communication sur ces projets environnementaux. Et voilà. Juste à temps. Est-ce que vous avez des questions pour moi ou mes collègues? Oui, madame. Par exemple, dans cet exemple-là, 3 hectares, quel est le coût, quel est le montant qui va être versé à l'exploitant? Donc là, on est sur de la sénescence, donc on met des îlots de conservation. Aujourd'hui, on est parti sur des barèmes de 3 000 € de l'hectare, sur 10 ans. Donc ce propriétaire, par exemple, va toucher 1 000 € par an pour mise sous cloche. Alors il y a certains contrats, on a d'autres projets en ce moment qui sont en cours, où derrière ces projets-là, ceux qui veulent aller plus loin dans la garantie, on étudie de mettre en place des ORE, donc obligations réelles environnementales. C'est un dispositif en fait, juridique qui permet de passer le projet sur acte notarié. On change la parcelle forestière à un changement d'affectation du statut du sol. Et si jamais la parcelle est vendue ou il y a une succession, le statut de protection peut rester sur une durée de, je crois, 30 ans et 50 ans, Daniel? Non, ça peut être plus long, en fait, ça peut être jusqu'à 99 ans. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui peut venir en plus si on veut renforcer le statut de protection, parce qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe après 10 ans? Mais à l'inverse, je ne sais pas si un client va vouloir financer sur 50 ans, et je ne sais même pas si ma société va être capable de payer un 50e, en fait. Donc, sur des modèles plus longs, d'un point de vue business et économie, ça peut être compliqué en contrat juridique de faire des échéanciers à 50 ans. Par contre, on peut le faire sur 10 ans, ça c'est tenable, parce que c'est des choses qu'on pratique. Mais on peut l'associer à un statut d'acte notarié et de changement d'affectation du sol pour lui mettre un statut de protection intégrale. Ça, c'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, très bien. Écoutez, merci beaucoup. Si vous avez des questions sur les projets, vous pouvez visiter le stand, vous serez bienvenus.